Mesdames, Messieurs, chers internautes de Sénatu 7, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine politique. Ce soir, nous accueillons le secrétaire général du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS Diengu Taba, mais aussi le mandataire du candidat Boubacar Camara. Je veux nommer par là Mor Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Adia. Je salue vos internautes et tous les téléspectateurs de votre chaîne et je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Très bien. Concernant les parrainages, on va dire coup de maître ou coup de chance, votre candidat est tiré premier lors du tirage au sort concernant les parrainages. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez revenir sur le processus de la collecte des parrainages qui vous a valu ce ticket pour la présidentielle? Voilà, merci beaucoup, Adia. Et vous savez que nous avons l'expérience des parrainages parce que le président Boubacar avait déposé, n'est-ce pas, sa candidature en 2019, si vous vous souvenez bien. Alors à l'époque, on a eu plus de 120 000 parrains et partant de cette expérience-là, cette année, très tôt, on s'y est mis. Et ça a été un travail, n'est-ce pas, de dur labeur qui a abouti à ce résultat-là. C'est vrai, par rapport au tirage, il y a eu la chance, mais quand même, le gros du travail a été fait par les militants et les responsables. Parce que nous avions opté un parrainage de proximité, un parrainage de sympathisants, ce que le président Boubacar appelle Tannignebe, c'est-à-dire on a fait vraiment un tri avec vraiment une vérification minutieuse, ce qui a fait que nous avons pu réunir et déposer 58 975 parrains avec une bonne réserve. Et 6 069 rejets pour autre motif? Oui, non, en fait, pour tout ça, on n'a pas quand même connu ces rejets-là parce que nous avions, non seulement, comme je le disais tantôt, fait un tri et une vérification minutieuse. En plus de ça, nous avons investi. On a eu à acheter, n'est-ce pas, un logiciel qui nous a permis véritablement d'éviter les doublons internes et tout ce qui est erreur matérielle. Il y a eu également une application qu'un de nos responsables avait développée, avec laquelle on a eu à démarrer le parrainage, ce qui a fait que quand même nous avons déposé des parrains sûrs et voilà. Au sortir du Conseil constitutionnel, lorsque vous aviez fait votre déclaration à la presse, vous avez parlé d'un problème sur le fichier électoral. Est-ce que c'est un problème que vous combattez toujours, même si vous avez validé votre ticket? Oui, vous savez, c'est un combat de principe. Qui connaît le président Boubacar, c'est que c'est un homme de principe qui défend n'est-ce pas, ses principes. Et voilà, a toujours combattu l'injustice. Et vous savez, depuis 2019, on a toujours tiré sur la sonnette d'alarme pour alerter aux opposants que le logiciel, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel, on ne sait pas de quoi il a été conçu. Personne ne maîtrise les contours, les tenants et les aboutissants. Ce qui fait que le régime de Macky Sall, avec Macky Sall à sa tête, va éliminer qui il veut. Et donc, nous, on a eu quand même cette expérience, c'est pourquoi on s'était bien préparé pour ne pas tomber dans le piège. Et d'ailleurs, lorsqu'on faisait, n'est-ce pas, l'évaluation devant la commission au Conseil constitutionnel, d'emblée, ils nous ont fait savoir que votre clé n'est pas compatible avec le logiciel, ce qui est un motif de rejet. À l'époque, comme on était les premiers à avoir, n'est-ce pas, passé au filtre, on s'est défendu, on s'est dit que ce serait injuste, dans la mesure où lorsqu'on déposait le parrainage et le fichier et la clé, tout a été ouvert et mentionné sur, n'est-ce pas, un document signé et homologué. Donc on ne peut pas comprendre. On vient, n'est-ce pas, à la dernière minute qu'on nous fasse savoir que voilà, la clé ne marche pas, ce qui a fait quand même l'élimination de pas mal d'opposants. Et donc c'est là qu'on a posé le problème. Et absolument. Aujourd'hui, qui fustige aujourd'hui ce qui s'est passé parce que c'est comme vous dites, concernant le fichier électoral, il semble que tout a été déjà joué. Oui, vous savez, parce que en fait, on a implémenté dans ce logiciel un fichier électoral miné que personne ne détient. Il n'y a que Macky Sall et ses partisans qui détiennent par devers eux le fichier électoral. Ce qui a été un éternel combat de l'opposition. Et moi, je pense que tant qu'on ne règle pas le problème du fichier, on ne règle pas le problème du logiciel, on ne règle pas le problème de l'organisation de l'élection avec, n'est-ce pas, un ministre de l'Intérieur partisan, n'est-ce pas,
le problème demeure entier et toujours le régime de Macky Sall va pouvoir éliminer qui il faut. Tous les opposants potentiels, n'est-ce pas, seront éliminés Mais vous comptez aller à l'élection présidentielle toujours avec ce même fichier. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez confiance à une bonne organisation des élections, même si le ministre de l'Intérieur sort et pour assurer qu'il y aura une bonne organisation et de la transparence? Vous savez, on est dubitatif sur la sincérité et la transparence du fichier et aussi de l'organisation de l'élection en tant que telle. Mais nous serons vigilants quand même. Nous sommes en train de travailler avec nos équipes pour essayer de voir dans chaque bureau de vote un représentant et aussi au niveau des commissions de recensement des votes, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national, nous allons veiller au grain. Parce que, voilà, c'est compliqué. Et ça doit être également un travail équipe. D'ailleurs, ce matin, F24 avait convier une réunion pour discuter dans ce sens et je pense que dans les jours à venir, voilà, l'opposition va s'organiser autour, n'est-ce pas, de la supervision et de l'encadrement de l'élection pour qu'il n'y ait pas un hold-up électoral. Et donc, voilà, bon, on va aviser donc, et se préparer en conséquence. Très bien. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui planent sur vos parrainages. C'est-à-dire, il y en a qui disent que c'est les pacifiens ou ceux même qui sont du pouvoir qui vous ont servi des parrainages. Est-ce que vous pouvez apporter quelques clarifications? Oui, vous savez, ça c'est un faux débat. Ça, comme vous savez que nous sommes un grand parti. Depuis 2019, on s'est mis, n'est-ce pas, sur le terrain, on a travaillé, on a installé un peu partout des sections. Et donc, comme je le disais tantôt, très tôt, on s'est pris sur l'épreuve du parrainage. Donc ça, c'est un faux débat. Qui connaît PSS Djengoutabar, qui connaît le président Boubacar Camara, c'est que nous ne sommes pas des suivistes. Nous sommes un parti légalement constitué, bien implanté sur le terrain et nous avons des responsables et des militants qui croient, n'est-ce pas, à l'esprit et donc du candidat et aussi qui adhèrent, qui épousent justement, n'est-ce pas, la proposition du programme de construire le Sénégal du futur. Donc ça, c'est des futurités. Alors ils savent que le président est bien ancré et bien positionné. Inch'Allah, au soir du 25 février, le président Boubacar Camara va remporter les élections. Alors, quelles sont aujourd'hui vos actuelles priorités concernant l'élection à venir? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà préparé pour ce qui vous attend après avoir validé les parrainages? Oui, mais absolument, parce que depuis le premier jour, nous, on est en train de, voilà, de travailler, de se préparer. D'ailleurs, on a mis en place un directeur de campagne qui est en train de travailler sur les aspects techniques, sur les aspects organisationnels. On est fin prêt pour véritablement suivre le scrutin et le gagner. C'est aussi simple que ça. Là, demain, on est en train de préparer une tournée nationale vers le sud et donc à l'issue de laquelle on reviendra à Dakar pour véritablement entamer la diaspora et préparer, n'est-ce pas, la campagne électorale. Aujourd'hui, votre candidat Boubacar Camara, comment il compte résoudre les problèmes que confronte actuellement le pays? Je veux parler par là de la rupture de confiance entre la justice et le peuple, mais aussi l'insécurité, le chômage, etc. Qu'est-ce que Boubacar Camara propose aujourd'hui pour pouvoir résoudre tous ces problèmes une fois élu au pouvoir? Oui, vous savez, quand vous lisez le Sénégal, construire le Sénégal du futur, et à partir duquel on a puisé un programme alternatif de développement, on a parlé de tous ces maux dont souffre le Sénégal. Et donc, le président a dit que voilà les 5 problèmes auxquels il va s'attaquer en premier lieu. Donc, le problème du chômage dont vous avez parlé, le problème, n'est-ce pas, de la justice, hein, donc avec la réforme de l'administration, le problème justement de la maladie, parce qu'actuellement le Sénégal donc a d'énormes difficultés donc en matière de structure sanitaire, en termes de prise en charge sanitaire, etc., etc. Concrètement, qu'est-ce qu'il propose? Oui, ce qu'il propose, on va installer dans les 46 départements des hôpitaux de niveau 2.
et également accompagné avec des ambulances médicalisées qui vont évacuer et permettre, n'est-ce pas, aux populations qui sont au fin fond du Sénégal de pouvoir bénéficier vraiment d'une assistance sanitaire digne de ce nom. Avec quel moyen? Avec un investissement, parce que rien que la santé, on va mettre 1000 milliards pendant 5 ans par année pour renouveler, n'est-ce pas, l'infrastructure médicale, l'infrastructure donc au niveau hospitalier. Et donc ça, on le fait et on va régler le problème, n'est-ce pas, du Sénégal en matière de santé. Maintenant, également, il y a le problème des jeunes. Les jeunes avec le chômage qui pose problème. Vous voyez que actuellement, les mères. Voilà, c'est ça, avec l'immigration clandestine. Maintenant, les gens partent à Nicaragua et aussi prennent le risque en empruntant donc les pirogues de la mer avec beaucoup de morts et les conséquences néfastes, n'est-ce pas, qu'on a connues récemment. Et donc, de ce point de vue, voilà, le président a un programme alternatif de développement qui va véritablement changer, n'est-ce pas, le cadre de vie, n'est-ce pas, et également la vie des Sénégalais, tant sur le plan éducation, sur le plan santé, sur le plan infrastructurel et également sur le plan de l'artisanat, de l'agriculture, entre autres secteurs de développement. Donc, tout secteur de développement nécessitant un investissement, donc il y a quelque chose qui a été prévu dans le programme Construire le Sénégal du futur et définitivement, on va changer de cap pour que le Sénégal se développe définitivement, comme il le dit en Wolof. Donc, on va créer eux, ils nous parlent de croissance, nous, on parle de natangué. Donc, la différence entre croissance et natangué. Oui, vous savez, parce que le régime nous a toujours nargué sur les chiffres, avec la manipulation de chiffres, de budget, etc., pour parler de croissance, n'est-ce pas, à 2 chiffres, etc. Alors que la façon dont on a financé notre économie, ce n'est pas la bonne option. C'est-à-dire, on base tout sur l'endettement massif, n'est-ce pas, pour faire des infrastructures. Et donc, les sociétés qui construisent tout ce qui est infrastructure, c'est des sociétés étrangères. Et donc, les dividendes partent à l'étranger. Les Sénégalais n'en bénéficient pas. Et donc, ce qui fait que le président Boubacar Camara prône un changement de cap, prône une autre façon de financer notre économie en se basant sur, n'est-ce pas, nos ressources naturelles. Ce qui fait qu'on ne va pas s'endetter, comme c'est le cas actuel avec le régime sortant, plus de 13 000 milliards qu'on va supporter, ce qui fait que le coût de la vie est élevé, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de difficultés du point de vue santé, chômage, etc., etc. Et donc, définitivement, on peut financer notre économie sur la base de nos ressources, d'abord en faisant ce qu'on appelle la certification de nos réserves, et on sait combien on détient en termes de ressources naturelles, ce qui va être inclus dans le budget. Actuellement, on nous parle de budget de 7 000 milliards, alors qu'on ne sait pas, en termes de matières premières, combien valent nos matières premières et nos ressources naturelles, et ça ne figure aucunement sur le budget. Et ça pose problème. Donc, ça pose un problème de sincérité du budget, n'est-ce pas, qu'ils clament au fort, ils ont plus de 7 000 milliards, mais c'est pipeau, c'est du pipeau. Donc, le président Boubacar Camara voudrait rectifier le tir pour que véritablement le Sénégal change définitivement et entre dans l'ère du développement et du natangué. En ce qui concerne les coalitions, quelle est la position de votre parti? Est-ce qu'aujourd'hui votre parti compte s'ouvrir à tous ces partis qui ont été rejetés lors des parrainages, ou bien vous avez des choix de critères avec qui vous allez vous allier? Oui, absolument. Cela va sans dire qu'on s'ouvre à toutes les forces de l'opposition crédibles. Je dis bien crédible, parce qu'on ne va pas s'allier avec le diable. Vous savez qu'au sein de l'opposition, il y a des opposants que le président appelle des béquilles du pouvoir. Comme qui exactement? Oui, on peut considérer, vous connaissez, pour ne pas le nommer, Khalifa Sall, par exemple. Donc, vous avez vu le rôle qu'il a joué au sein de Yewwi Askan Wi. Donc, c'est... Voilà. Pourquoi pas Khalifa Sall? C'est quoi exactement le problème pour que vous, aujourd'hui, vous ne vouliez pas vous allier avec Khalifa Sall? Et qu'est-ce qu'il a joué au sein de Yewwi? Oui, au sein de Yewwi, Khalifa, vous avez vu récemment son comportement. Et donc, et ça, nous, à l'époque, lorsqu'on faisait membre de Yewwi Askan Wi, on l'avait dénoncé, on avait alerté. Mais les gens ne nous écoutaient pas. Au final, les gens se sont rendus compte que l'histoire nous a donné raison. Donc vous avez vu le rôle qu'il a joué sur la dislocation de Yewwi Askan Wi. Mais Khalifa, lui, il est membre fondateur de Yewwi Askan Wi. Comment il peut participer à la dislocation de Yewwi Askan Wi? Oui, mais vous savez, bon, comme on le disait, parce que sur ça, quand même, à l'époque, pour moi, bon, c'est dans
dans le passé, on regarde devant. À l'époque, Boubacar avait écrit, le président Boubacar avait écrit sur ça. Il avait beaucoup écrit pour expliquer au Sénégalais ce qui s'est passé. Donc, si vous vous souvenez, il avait écrit, donc, à l'époque, ceux-là qui, autour du bord de Thierry, ceux-là qui mangeaient le Thierry, n'est-ce pas, au palais, et pour prendre des décisions sur le dos de l'opposition. Vous voulez parler du dialogue? Non, non, ça date de longtemps. Lorsqu'on parlait de ça, c'était en 2021-2022. On était à Yewwi Askan Wi, on préparait les élections locales, puis les élections législatives. Il y a quand même un rôle que Khalifa avait joué. Et maintenant, vous voyez sa position actuelle. Donc, vous voyez, on ne parle plus de Yewwi Askan Wi. Sa position actuelle ne l'enlève pas quand même de l'opposition. Oui, mais non, vous savez, Khalifa n'est pas un opposant. Khalifa n'est pas un opposant. Khalifa est un allié du pouvoir. Ça, c'est clair. Khalifa Sall n'est pas un opposant. Donc, il y a d'autres comme Khalifa que vous... oui, il y a d'autres aussi, hein, bon, que je ne vais pas citer ici, mais vous savez que nous, on sait. De toute façon, alors nous, on est en train de mettre en place une coalition et on s'ouvre à l'opposition crédible, comme je le disais, et aussi à toutes les forces vives de la nation qui sont contre le régime et qui œuvrent pour le départ de ce régime du pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, que vaut Boubacar Camara à côté de Idrissa Seck qui a été un premier ministre, Amadou Ba pareil, et même Khalifa Sall? Aujourd'hui, ceux-là, ils ont occupé des postes nominatifs au sein du gouvernement ou des postes électifs. Je veux nommer par là Khalifa Sall qui a été maire de Dakar. Aujourd'hui, Boubacar Camara, il a été dans l'administration, mais dans un cercle bien restreint, bien limité. Que vaut Boubacar Camara face à ces fins politiciens? Vous savez, Boubacar, de par son parcours, n'est pas, n'est-ce pas, comparable à ces personnalités politiques. Parce que lui, il a toujours travaillé pour l'intérêt exclusif du Sénégal et non pour l'intérêt particulier, comme c'est le cas pour Khalifa aussi bien que pour Idrissa Seck. Il a toujours roulé pour les principes, il s'est toujours sacrifié pour le Sénégal. Pour l'histoire, le président Boubacar Camara a renoncé, n'est-ce pas, à des postes de privilèges pour véritablement se lancer en politique et choisir l'opposition. Il a fait des sacrifices pour que le Sénégal sorte de ce carcan-là, contrairement à ces personnalités dont vous venez de suivre. Donc lui, il n'a pas occupé, n'est-ce pas, un poste pour s'enrichir. Tel n'est pas le cas avec les autres. Les autres, vous savez, ils traînent tous des casseroles. Idrissa Seck, vous savez, en 2004, avec les problèmes des chantiers de Thiès. Khalifa Sall récemment avec le problème à la mairie de Dakar. D'ailleurs même, il a fait la prison et pour même jusqu'à payer même une amende. Il a été amnistié. Voilà, même s'il a été amnistié, un voleur, c'est un voleur. Il faut l'appeler comme tel. Il a été pris la main dans le sac, jugé et emprisonné. Et il a payé une amende. Donc, ça veut dire que c'est un aveu, c'est un voleur. Même s'il a été emprisonné. Donc, il ne faut pas comparer ces gens-là avec Boubacar Camara, qui est un homme crédible. Un homme qui s'est encore sacrifié récemment parce qu'il vient de démissionner, n'est-ce pas, d'une position stratégique au Bénin pour venir être candidat à l'élection présidentielle. Et ça aussi, les Sénégalais doivent savoir que le président Boubacar, c'est l'homme de la situation. Non seulement il s'est sacrifié pour le Sénégal, mais beaucoup aussi se sont sacrifiés. Ouais, mais vous savez, on peut citer beaucoup qui se sont sacrifiés. Donnez-moi un exemple. Mais l'exemple de Thierno Alassane Sall, lui aussi, il a quitté. Attention. Thierno Alassane Sall, il ne faut pas le comparer avec Boubacar Camara. C'est pas comparable. Vous savez, quand Thierno Alassane ne s'est pas sacrifié, ça veut dire qu'il s'agit d'une situation, il a démissionné. Mais par principe. Non, attendez, pas par principe. Pas par principe. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui l'ont poussé à la sortie? Attention. Et aussi, s'il n'avait pas démissionné, il allait être renvoyé. C'est-à-dire qu'il s'est empressé pour démissionner. Mais il allait être renvoyé. C'est ça. Donc, c'est différent de quelqu'un qui voit que la situation actuelle, la façon dont on gère le pays, ce n'est pas la bonne. Il s'est dit que, mais tiens, moi, je ne peux pas travailler. J'ai une autre vision de la chose. Il s'est donc retiré pour écrire un livre pendant 7 ans pour présenter aux Sénégalais sa vision du Sénégal, comment il voit les choses, comment il compte contribuer, n'est-ce pas, il compte rectifier tout ce qui a été mal fait, tout ce qui n'a pas été fait,
il le fait. Tout ce qui a été, tous les manquements, il les corrige. Maintenant, il faudra faire la part des choses. Boubacar n'est pas comparable avec qui que ce soit. N'est-ce pas? Si on cite les 21 candidats, Boubacar a le meilleur profil. Il a le meilleur parcours et il a déjà fait ses preuves. Donc, en passant à la douane, à l'inspection générale d'État, au ministère, n'est-ce pas, du ciel et de la terre, comme on l'appelait. Et donc, ce qu'il a fait socialement dans son quartier et dans ce pays-là. Donc, c'est quelqu'un quand même qui mérite d'être élu le 25 février 2024 pour relever le défi du changement et pour faire ce qu'on appelle le changement de Quel statut occupera-t-il aujourd'hui une fois élu au pouvoir? Est-ce qu'il restera toujours le président du parti, le président honoraire du parti? Et j'aimerais savoir quel sera son statut au sein du parti. Oui, vous savez, le président Boubacar est le président honoraire du parti. Nous, on a réglé un problème. Quand il sera élu président de la République, la politique va s'arrêter à la porte du palais. Lui, il va gérer la gestion de l'État. Nous, moi en tant que tel, je vais gérer le parti. Vous savez, parce que c'est inacceptable et inconcevable qu'un président de la République s'occupe des détails politiques. Il a suffisamment de responsabilités et des tâches aussi importantes que n'est-ce pas, qui l'empêche de pouvoir gérer des détails politiques. Donc nous, politiques, on va préserver les acquis, essayer de s'ouvrir, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, relever le défi sur le plan politique pour les autres à venir, comme les élections législatives, les élections locales, entre autres. Maintenant, le président, il sera là, il supervise, mais il va s'occuper essentiellement des dossiers, n'est-ce pas, du Sénégal. Encore une fois, je vais revenir surtout concernant la justice, l'indépendance de la justice. Tout le temps, Boubacar, il le prône. Si vous lisez le livre « Construire le Sénégal du futur ». Mais actuellement, comment il va s'y prendre? Parce que ce sera vraiment difficile aujourd'hui. Parce que concernant la justice, il y a encore une fois, je le rappelle, cette rupture de confiance entre la justice, mais aussi les Sénégalais. Vous savez, il a promis, bon, pas c'est une promesse, il a proposé dans le programme, c'est une réforme profonde de la justice. Et maintenant, la justice ne va plus être dépendante de l'exécutif. Parce que quand même, quand vous regardez, n'est-ce pas, l'organigramme, la justice est gérée par le ministre de la Justice, qui est nommé par le président de la République. Alors maintenant, pour ce qui est de la justice, ces réformes-là font en sorte que la justice va être indépendante. C'est la justice elle-même, en son sein, qui va désigner, qui va diriger par exemple la magistrature. Et donc, ils vont faire une proposition. Non, parce que le président de la République ne sera plus, n'est-ce pas, ce pouvoir et ne va plus être le président comme c'est le cas. C'est le président de la République qui est, n'est-ce pas, le chef suprême de la magistrature. Et ça va changer. Donc, on n'a plus besoin, n'est-ce pas, de la présence du président de la République au sein de l'appareil judiciaire. Maintenant, on va faire la séparation des pouvoirs, parce que le pouvoir judiciaire doit jouer pleinement son rôle. Et donc, ne va plus être, sous la supervision du chef de l'État, comme le Conseil de la magistrature et également le ministère de la Justice. Et là, donc il y aura toujours la séparation des pouvoirs, ce qui fait que ça va assurer une indépendance pleine de la justice. Au niveau du Front pour l'inclusivité et la transparence des élections actuellement, qu'est-ce que vous envisagez pour justement lutter pour la transparence des élections à venir? Oui, ben là aussi on est preneur, on est partisan, parce que tout ce qui œuvre pour que ces élections soient libres, inclusives, régulières et transparentes, on est dedans et on est preneur. Et donc ça a toujours été, n'est-ce pas, un problème qu'on a défendu. Et donc nous y sommes et nous y resterons. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Monsieur Ndia, je vous laisse pour votre dernier mot. Oui, merci beaucoup Adja. C'est vous remercier et remercier vos internautes et remercier les Sénégalais qui nous ont accordé la confiance de nous avoir
n'est-ce pas, parrainer, également lancer un appel aux Sénégalais pour leur dire que l'heure de la vérité arrive dans exactement moins de 60 jours. Il faudra faire un choix. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de d'élire, mais il s'agit de choisir. Et choisir, c'est regarder les profils, les programmes, et donc le meilleur profil et celui qui propose le meilleur programme, c'est le président Boubacar Camara. Donc vous l'élisez le 25 février, Inch'Allah, comme il le dit, Moufekha Kholi, fait sa poche dalal khali. Et donc lui, c'est le seul à pouvoir rassembler toute l'opposition. Aujourd'hui, au Sénégal, les gens ne savent pas par quel pied danser, parce qu'actuellement, c'est l'incertitude totale. Et avec le président Boubacar Camara, n'est-ce pas, c'est le retour de l'espoir et également le développement inclusif et le développement définitif du Sénégal. Merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je rappelle que nous avions sur notre plateau M. Mondjaï, secrétaire général du Parti de la Construction et de la Solidarité PSS Djingoutaba. Nous vous donnons un autre rendez-vous avec un autre numéro de Semaine Politique avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.